Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien le visuel. N'hésitez pas à me laisser un message dans le chat si vous rencontrez un souci durant la session. Si vous ne m'entendez pas aussi, faites-le tout de suite. Et autrement, laissez-moi vos commentaires, vos questions que l'on verra éventuellement à la fin de la présentation. Je vais doucement le temps que les connexions se terminent. On a reçu pas mal de demandes sur ce webinaire, donc il doit y avoir un intérêt certain pour suivre ce sujet. Allez, on va y aller. Il est 11h01. Voilà, ça arrive. Donc, en préambule, c'est notre deuxième rendez-vous de l'année pour aborder avec vous le cas du PTFE, communément appelé le téflon et couramment utilisé maintenant depuis longtemps dans nos compounds thermoplastiques comme agent de lubrification. Je regarde juste le chat. On commencera comme ordre du jour, on commencera par un bref rappel de tribologie, c'est-à-dire les notions d'usure et de frottement dans les polymères plastiques. Puis on verra les propriétés particulières qui caractérisent le PTFE. Évidemment et surtout, on s'attardera un petit peu sur la réglementation qui vise à restreindre les substances fluorées dont le PTFE fait partie, ces fameux PFAS. Et ensuite, on cherchera quelles seraient les solutions pour remplacer le PTFE. Ok, super, le son est ok. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour rappel, nous avions déjà traité du sujet de la tribologie des matières plastiques dans un précédent webinaire, c'était au mois de juin de l'année dernière. Je vous invite donc à revoir le replay qui évoquait toutes ces notions théoriques d'usure et de frottement. Mais pour se remémorer brièvement ce phénomène de frottement et d'usure, eh bien, on va retracer ça vite fait. Donc, ce phénomène, le frottement et l'usure, ça intervient dans le cas de deux pièces en frottement qui se déplacent l'une sur l'autre tout en exerçant une pression dessus. Le frottement, c'est la force qui s'oppose au déplacement avec la production de chaleur localement. Donc, c'est typiquement le cas lorsqu'on frotte ses deux mains, l'une contre l'autre, et de plus en plus fort. Ensuite, on a un transfert de matière, une perte de matière à la surface, c'est l'usure. Alors, plus précisément, repartons maintenant de nos deux surfaces en contact avec cette charge verticale appliquée Fn. En déplaçant les surfaces l'une sur l'autre, il existe la force de résistance Fr. Pardon. Voilà. Fr qui s'oppose au mouvement. Le frottement, en fait, c'est l'élément qui intervient au point de contact que vous avez ici entre les deux surfaces pendant le déplacement. Il existe en fait une interaction physique ou chimique entre ces deux surfaces qui vont engendrer une résistance au mouvement. C'est donc notre force Fr, plus ou moins importante selon la nature des deux matériaux en frottement. Donc c'est ce qu'on va appeler la friction ou le frottement. On en déduit le coefficient mu qui est le rapport de la force de résistance sur la force appliquée, sur la charge appliquée transversale. Plus la résistance Fr est importante et plus le coefficient de frottement sera élevé, donc moins glissant. On peut décomposer cette force de frottement Fr selon deux types d'interactions qu'on a vu juste avant. C'est d'abord un comportement d'adhérence intervenant sur les surfaces plus planes, de par une interaction plus importante de la structure physico-chimique du matériau, c'est-à-dire des molécules. Puis il y a l'action de déformation locale qui se produit au point de contact des surfaces en fonction des caractéristiques propres des matériaux, comme le module d'élasticité. C'est donc l'action mécanique qui permet de casser les pics de rugosité
que l'on a en surface. Et cette déformation sous contrainte va effectivement provoquer un échauffement local au niveau de ces points de contact. Le coefficient de friction est influencé par des conditions de fonctionnement limites, telles que la charge appliquée, évidemment, la rugosité de la surface, la vitesse de déplacement, la température. Mais dans le cas spécifique des plastiques, il faut tenir compte aussi d'autres caractéristiques propres au plastique, au polymère, c'est-à-dire s'il s'agit d'un polymère amorphe, semi-cristallin, donc la fonction de la température vitreuse, la fameuse TG, les comportements un petit peu moléculaires, viscoélastiques de ces polymères. Donc en final, la matière idéale en termes de frottement, ce serait un polymère avec des polymères, des molécules à faible adhérence, capables de se déformer, de favoriser l'alignement des chaînes moléculaires, comme le fait le PTFE, qu'on verra après. Le facteur d'usure maintenant. Le facteur d'usure tient compte du coefficient de friction. On le voit dans la formule ici, WR, on voit mu ici. Ça dépend, évidemment, plus mu est faible et plus faible sera la valeur du taux d'usure. Et faut tenir compte aussi de la distance de déplacement. Et puis aussi, dans cette partie-là, on a tous les éléments, toutes les propriétés, les caractéristiques du matériau. Donc la dureté, H, l'allongement et la contrainte à la rupture de la matière. Au niveau microscopique, on va retrouver deux mécanismes d'usure. On a identifié deux mécanismes. Une usure par adhésion, c'est la rupture des liaisons moléculaires à l'interface des deux surfaces en contact. Il y a une déformation plastique, des micro-soudures qui se forment. Et là, il y a transfert de matière causé par la chaleur. Et la conséquence, c'est l'usure du matériau. Intervient aussi l'usure par abrasion. C'est l'enlèvement de matière en surface causé par le contact avec des particules dures, une déformation plastique donc qui intervient en formant des micro-copeaux. On va creuser des sillons dans la matière comme un labourage. Le matériau plus dur en fait va couper le matériau plus tendre. Et ça peut être accentué encore plus par la présence d'un corps tiers entre les deux surfaces, des particules par exemple dures qui se logent entre les surfaces et qui détériorent le matériau plus tendre. Ça va être des résidus de fibres de carbone ou de fibres de verre qui se détachent du compound, ou un grain de sable, des grains de sable que l'on peut retrouver dans l'environnement de travail des pièces en fonctionnement. On peut alors faire face à des situations de fatigue à la longue. On arrache continuellement de la matière avec la production de particules et finalement on arrive à la rupture de la pièce. Et il y a aussi, on peut retrouver de la corrosion liée aux conditions d'environnement dans lesquelles évoluent les pièces plastiques. Donc en conclusion, pour contenir l'usure, il faut un matériau avec un faible coefficient de frottement, un matériau solide et dur. Alors aujourd'hui, pour améliorer la tribologie des pièces techniques, il existe différentes solutions. On connaît évidemment les métaux qui ont une très bonne tribologie, des métaux plus spécifiques comme le laiton, le bronze, mais il y a aussi les céramiques. Il y a évidemment des revêtements, des coatings qui sont très répandus, revêtements dans les casseroles, par exemple dans les poêles à frire, des technologies de dépôt sous vide, etc. Mais et bien évidemment les agents externes comme les huiles, les graisses qu'on utilise couramment aujourd'hui. Et puis viennent les thermoplastiques. Alors certains plus appropriés que d'autres au naturel, comme le pomme, le pic. Autrement, il faut les associer à des additifs. Alors, intéressons-nous donc au PTFE, le polytétrafluoroéthylène ou éthène, qui est issu de la polymérisation d'un composé chimique chargé d'atomes de carbone et aussi surtout de fluor. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la synthèse des polymères ici, mais c'est juste pour un petit peu l'importance du contenu d'atomes de fluor. Donc c'est une réaction exothermique, donc qui dégage beaucoup d'énergie, de chaleur, et qui va donner un polymère à la fin, ici, un polymère très stable, avec des chaînes linéaires très longues,
et saturé de fluor tout autour du carbone. Donc on a une chaîne carbonée ici et tout autour une carapace d'atomes de fluor. Donc le PTFO a du coup un poids moléculaire très élevé, c'est un produit très cristallin, avec des chaînes linéaires, grâce à ces chaînes linéaires, donc on atteint 95% possible de taux de cristallinité, et puis ça a une densité par contre très élevée, hein, 2 grammes par centimètre cube, alors que sur des polyoléphines on est inférieur à 0,9 ou sur des matières un peu plus techniques on est autour de 1,4. Alors, comment peut-on expliquer le comportement remarquable du PTFE? Eh bien, c'est au niveau moléculaire que ça se passe. On retrouve des liaisons carbone-carbone à haute énergie, 350 kJ par mole, difficiles à rompre, donc très stables. Mais on retrouve aussi des liaisons carbone-fluor qui sont encore plus fortes, 400 joules contre 350, donc encore plus stables. Et enfin, l'atome de fluor va développer une forte polarité avec le carbone pour renforcer la liaison. Donc, quelque chose de très stable. Et on obtient en final des chaînes de polymères super stables grâce à des liaisons, donc on a vu très courtes, fluor-carbone, et puis aussi protégées par cette armure, une sorte protégée des forces externes en fait avec cette sorte d'armure polarisée créée par les atomes de fluor. Et du coup, les interactions avec l'extérieur sont très difficiles, voire impossibles. Et enfin, ces chaînes très longues sont tenues entre elles, alors très simplement par des liaisons les plus faibles possibles de Van der Waals et qui permettent aussi de lier toutes ces chaînes longues, mais aussi d'avoir plus de ténacité, de s'arranger plus facilement. Les propriétés du PTFE finalement, eh bien, on a vu, donc c'est une forte inertie chimique, on retrouve beaucoup dans les applications de l'industrie chimique pour ces raisons-là, une bonne inertie chimique, une très faible tension de surface, donc une adhérence faible au contact des autres matériaux à peindre, donc rien à coller, donc c'est très difficile, et puis une bonne tenue aussi en température, ça c'est très important. Du coup, on obtient un très faible coefficient de friction et de très bonnes tenues à l'usure de sa propre molécule. Mais plus tendre aussi au contact, hein, qui se dégrade à l'abrasion. Et puis, alors, c'est aussi un agent lubrifiant qui peut s'utiliser avec le plus large panel de polymères. Je fais un petit break. D'accord, je faisais juste un petit break sur les questions. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, un point intéressant encore qu'on peut ajouter avec l'usage du PTFE, le PTFE agit sur les retraits des compounds thermoplastiques, chargés ou non chargés. C'est normal parce qu'on l'a vu, le PTFE est un polymère très cristallin et donc qui va générer beaucoup de retraits. Et on peut presque doubler le retrait dans le sens longitudinal, donc c'est significatif. Du coup, dans le cadre du remplacement des compounds avec du PTFE, c'est plus difficile de passer dans des outils existants au risque d'avoir des écarts dimensionnels ou des défauts géométriques sur les pièces moulées. La gamme des thermoplastiques lubrifiés Lati s'appelle donc les Latitubes, avec la petite mention T dans leur description pour identifier le PTFE comme agent lubrifiant. On se rend compte que le PTFE fonctionne, je l'ai dit tout à l'heure, aussi avec la majorité des polymères de commodité, hein, le PP, le PE, plus technique aussi, les polyamides, les PBT, les polycarbonates, jusqu'au PIC, au PPS. Et puis, évidemment, on peut faire toutes sortes de compounds chargés, renforcés, les fibres de verre, fibres de carbone, mettre d'autres types d'additifs synergiques, hein, les silicones, les charges d'aramide, et tout ça pour des applications qui peuvent aller, suivant la matrice utilisée, de 80 degrés à plus de 200 degrés en température d'utilisation pour des PPS ou des pics. Alors, ici encore, ce sont des notions que l'on avait décrites dans le précédent webinaire. N'hésitez pas à le revoir, je vous donnerai le lien direct à la fin de la présentation. Les contraintes qui se développent au niveau des surfaces en contact pendant le mouvement,
en fait vont provoquer un délaminage de la matière et un délaminage du PTFE en fait qui va être cisaillé. Les chaînes de PTFE sont cisaillées. Vous avez des particules de PTFE qui vont remonter en surface et remplir les cavités, les défauts de rugosité en fait qu'on a en surface de cette pièce-là, enfin de cette surface, ce qui réduit, donc on va dire aplatir, réduire la rugosité. Ensuite, il y a une phase de rodage, ce qu'on appelle. Donc ça veut dire que les chaînes moléculaires, les chaînes moléculaires de PTFE vont se casser et on va créer des radicaux libres qui vont venir se déposer sur la surface opposée, qui vont venir s'accrocher sur la surface opposée. Elles vont s'y fixer et ça va créer une couche de PTFE. Donc dans les faits, on parle souvent de rodage, et ben c'est vraiment ce transfert d'une surface à l'autre qui est nécessaire au démarrage d'un système en frottement. Et en finale, on arrive, je dirais, en fonctionnement en régime. On a deux surfaces avec un petit film autolubrifiant de PTFE avec des chaînes très orientées qui va permettre de réduire le frottement et plus particulièrement dans le cas avec des faibles vitesses dans la même direction et sous des charges même élevées avec le PTFE. Donc pour en arriver là, et le PTFE, on l'utilise généralement en tant qu'agent lubrifiant, on l'utilise avec des concentrations de 5 à 20% dans le compound. Ça dépend des compounds, si c'est chargé de fibre de verre ou non. Mais idéalement, on voit que l'efficacité arrive à 10% de PTFE sur un grade non chargé. Donc ça ne sert à rien non plus de charger en PTFE au-delà du nécessaire. Donc, on a démontré que c'est clair, le PTFE a des performances intéressantes, donc des performances thermiques déjà exceptionnelles grâce à ses propriétés physico-chimiques, une température de transition vitreuse élevée, 126 degrés, ce qui est important, et puis c'est un produit très stable thermiquement, jusqu'à 260 degrés, mais attention, parce que exposé à des températures extrêmement élevées, intervient la décomposition du PTFE et qui devient extrêmement dangereuse. Ça devient très nocif, cancérigène, avec le dégagement de substances fluorées, les acides fluorhydriques par exemple, sous forme de radicaux libres. Et rappelons que le fluor, hein, c'est une substance halogène, de plus en plus surveillée dans les secteurs de l'électrique, de l'électronique. Et le fluor, on le retrouve aussi dans le PTFE, mais on le retrouve aussi dans beaucoup d'autres composés chimiques de synthèse, en l'occurrence, par exemple, les fluides réfrigérants. Donc, pas étonné que les réglementations commencent sérieusement à s'y intéresser. Alors, justement, on en vient aux PFAS. Les PFAS, donc, qui signifient polyperfluoroalkylé, et qui contiennent ces fameuses liaisons carbone-fluor très stables. Ces substances chimiques donc sont très nombreuses, hein, selon le nombre de carbone qui constitue la chaîne. On a un exemple ici. Plus elles contiennent de carbone et plus elles sont persistantes dans l'environnement. Et là, ici, vous avez une chaîne qui est les PFOA, qui est un acide perfluorooctanoïque qui est très répandu et que l'on trouve dans nos polymères fluorés, comme le PTFE. Il en existe d'autres familles. Là, on parle de PFOA. Il existe aussi les PFOS, encore plus persistantes dans l'environnement. Alors, parlant des PFAS, on les appelle aussi les substances chimiques éternelles, qui ont donc des liaisons carbone-fluor très stables, avec des longueurs de longues chaînes variables, et qui sont en fait des composés chimiques très peu dégradables une fois dans l'environnement, ou du moins ça se dégrade mais très 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 lentement. On parle de bioaccumulable, ça signifie que la substance peut s'accumuler au sein des êtres vivants, ingérés par l'homme, par les animaux. Et évidemment, ça nous expose à des risques de toxicité, des effets nocifs. Et enfin, ce sont aussi des substances très mobiles, avec une capacité à se répandre sur de grandes distances
et à retrouver un peu partout. Pour exemple, on retrouve des concentrations élevées mesurées loin des points de rejet en Arctique. Donc, en conséquence, il existe des propositions ou une proposition visant à restreindre l'utilisation de tous ces PFAS et évidemment y compris le PTFE dans l'Union européenne et c'est déjà bien avancé. Alors, la suite. Donc justement, quelles sont ces réglementations, ces législations relatives à la restriction des PFAS? On parle de l'OECD, donc c'est l'Organisation pour le développement et la coopération économique, qui a déjà identifié clairement les polymères fluorés, PTFE, il y a le PVDF aussi qui est très courant, les PFA, qui considèrent comme des PFAS. Puis il y a la Commission européenne aussi au travers, donc là on connaît pas mal la REACH et la fameuse liste des substances extrêmement préoccupantes, la SVHC, et on demande, on revient sur notre PFOA qu'on a vu précédemment, la chaîne moléculaire très longue, et on demande pas moins de 25 particules par milliard de ces substances PFOA présentes dans le PTFE. Et qu'on utilise évidemment dans nos compounds. Donc ça, c'est bien le cas aujourd'hui. On est conforme chez Lattice sur l'ensemble de notre gamme de compounds lubrifiés avec des PTF. Alors, il y a eu ces dernières années voilà, une reprise des formulations pour aller dans ce sens, pour être conforme. Et puis, plus récemment, on parle aussi de la réglementation des polluants organiques persistants, mise en œuvre au sein de l'Union européenne également, avec une réglementation que l'on appelle communément la POP. Et à savoir que certains États membres de l'Europe, 5 États en l'occurrence, qui proposaient en janvier dernier, qui poussent beaucoup pour une restriction beaucoup plus large de l'utilisation des PFAS et en visant directement les polymères fluorés. Donc c'est des pays principalement du Nord, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Hollande, etc. Alors, à quoi doit-on s'attendre maintenant pour notre futur? Pour le moment, les autorités étaient en consultation jusqu'au 25 septembre dernier, donc c'est assez frais. Tout ça pour finalement statuer quelque chose qui va apparaître au courant 2024 et on peut quand même s'attendre à des restrictions d'ici 2027. La situation est suivie de très près par les associations professionnelles. Il existe, nous on fait partie par exemple de l'EUMBC, c'est une représentation pour la défense des co-founders et des producteurs de master batch européens, mais il y a aussi l'Union des transformateurs européens de plastique qui travaille, qui œuvre pour essayer de réduire l'impact de ces restrictions. Mais au dire donc on a quand même une équipe qui s'occupe des contacts avec l'ensemble des législateurs et des réglementations. Et pour eux, la situation est plutôt pessimiste. On peut s'attendre du législateur à deux décisions. Deux décisions possibles, c'est une interdiction totale dans les 18 mois suivant l'approbation, donc 2027, grosso modo, et on peut s'attendre autrement à une interdiction totale dans les 18 mois suivant l'approbation, mais avec des dérogations qui seront limitées à des usages spécifiques. Et a priori, l'utilisation comme autolubrifiant dans les matières plastiques, c'est pas forcément une voie aujourd'hui qui est annoncée. Mais c'est vrai que on se rend compte, une petite anomalie, une opposition, mais les matières fluorées, les polymères fluorés sont largement utilisés dans beaucoup de secteurs d'activité et aussi dans des applications stratégiques pour l'Union européenne et les Nations Unies, comme par exemple ces instances qui poussent pour le développement vers la transition énergétique, là où justement, dans ces applications, beaucoup de polymères fluorés sont utilisés. Donc, on peut s'attendre à avoir des dérogations. Par contre, ce sera pas partout et pas pour tout.
Donc nous, en tant que LATI, on travaille avec les représentations de compounders européens activement dans la consultation publique, on a participé pour essayer d'appuyer une demande de dérogation à l'utilisation du PTFE dans les compounds. Alors, dans ce contexte, quelles seraient les alternatives possibles au PTFE? Ça fait maintenant quelques temps, même si la législation n'est pas encore établie, décidée, mais il faut se préparer. Commençons déjà pour égaler le PTFE. Rappelons le cahier des charges qu'il faudrait respecter, c'est-à-dire avoir une très bonne résistance chimique, thermique, un comportement mécanique similaire, facile à utiliser, c'est-à-dire à transformer, à injecter, sans toxicité, pas nocif pour les employés ni pour les équipements, compatible avec le plus large choix de polymères de base possible, et puis tout ça en respectant, je dirais, un certain rapport de prix compétitif. Alors, une solution immédiate qu'on a mis en place, et disons la plus proche aujourd'hui, c'est d'utiliser du polyéthylène à haut poids moléculaire. Ultra High Molecular Weight polyéthylène en anglais. Donc il s'agit d'un polyéthylène haute densité, de masse molaire très élevée, linéaire, semi-cristallin, avec un indice de fluidité très faible que l'on peut mettre en œuvre très facilement. On parle aussi de polyéthylène au module ou haute performance. Et l'intérêt immédiat avec ce produit-là, c'est qu'on voit une densité relativement faible. 1, une densité inférieure à 1 contre 2,2, 2,3 pour le PTFE. Puis on a un bénéfice aussi sur l'impact carbone, puisque constate un GWT, donc le Global Warming Potential, donc la contribution carbone qui est inférieure à 10 kg CO2, alors que le PTFE est lui bien supérieur à 10. Il faut plutôt viser 140 à minima, et on peut même monter au-delà selon les formes et les sources d'approvisionnement du PTFE. On pourrait réduire cet impact du PTFE en utilisant ce qu'on fait d'ailleurs aussi, on peut utiliser du PTFE recyclé post-industriel. Alors, chez Lati, nous sommes déjà partis avec une gamme Lati, donc des produits lubrifiés, avec le PE au poids moléculaire, qui s'appelle Latilum, évidemment, avec la mention E dans la description. On peut les mettre en œuvre dans des polymères de commodité, bien évidemment, des PP, des PE, des polymères plus techniques comme les PA, et aussi des compounds polycarbonate, PES ou PPS. Et puis, bien entendu, on peut aussi les combiner avec des charges, des renforts, tout autre additif lubrifiant pour créer une synergie et améliorer les applications de frottement. Et pour des applications qui vont de 80 degrés à 200 degrés en température d'utilisation, dans le cas par exemple du PPS. Alors dans ce tableau, on a regroupé un ensemble et on a cherché à comparer des compounds courants lubrifiés PTFE que vous voyez sur fond jaune, et avec leur équivalent au plus près lubrifié avec du polyéthylène au poids moléculaire. Donc ce sont principalement des polyamides 6, polyamide 6,6, polycarbonate, tout ce qui est 6,6, 6,2, c'est du 6, polycarbonate ici, du PPS ici. On a fait avec des grades non chargés, des grades chargés, PTFE ou PE, donc c'est 10-15%. Mais attention, hein, la charge PE ou PTFE, c'est exprimé en poids dans le compound. Il faut tenir compte de la différence de densité entre ces deux polymères. Hein. Donc ça veut dire plus de volume dans le cas du polyéthylène. Et puis on va retrouver aussi des compounds avec fibre de verre de 15 à 30, 35% de fibre de carbone ou fibre d'aramide également, comme synergiste. Puis on a reporté les coefficients, les données tribologiques, donc les coefficients de friction, de frottement, et puis le taux d'usure. Donc à première vue, on constate des écarts très faibles sur les valeurs de frottement. C'est pas significatif.
il n'y a pas d'écart significatif. Par contre, en termes d'usure, c'est plus du tout, on n'est plus du tout sur la même échelle. Au mieux, on a doublé. Au pire, c'est multiplié par 10 l'usure. Donc on est loin du PTFE. Toutefois, on a déjà codifié tous ces grades, plus d'autres, et on commercialise déjà plusieurs de ces grades ici dans le tableau pour remplacer des standards du marché, principalement des PA, PA66 avec 10 à 15% de PTFE et 30% fil de lait. Et vous pouvez retrouver ces compounds et leurs fiches techniques sur notre matériothèque online qui s'appelle Lambda et qu'il suffit d'aller sur le site www.lati.com. Alors, si on résume maintenant les avantages du PE au point moléculaire, on a constaté donc des coefficients de frottement très similaires sur les compounds, enfin très similaires avec les compounds PTFE, une faible densité comparé au PTFE, donc des compounds plus légers, mais du coup une quantité d'additifs plus important en volume, je le dis. Un point intéressant, c'est le cas des compounds avec PTFE sur base polyamide, PA6, PA66. On constate souvent un cas d'encrassage des moules ou de dépôts qui se déposent régulièrement sur les empreintes, qui nécessitent du coup une maintenance, un nettoyage beaucoup plus fréquent des outillages. On parle d'effet de diesel. Et ça, c'est un phénomène que l'on ne trouve pas avec le PE. Et enfin, à considérer que le PE n'est pas justement halogéné, n'est pas comme le PTFE et n'est pas considéré comme PFAS. Néanmoins, malgré une structure chimique résistante à l'usure, avec des molécules très résilientes, très tenaces, eh bien, pourtant, comme on l'a vu dans le slide précédent, la tenue à l'usure du compound final est lui bien inférieur qu'avec le PTFE. Alors pourquoi? On a essayé de se pencher sur la question. Et bien d'abord, on a constaté que l'additif PE semble plus difficile à disperser uniformément dans la matrice. D'autant que ça représente, comme je le disais, un certain volume quand même. Dans certains cas, on peut favoriser cette dispersion en ajoutant de la fibre de verre. Et puis, il peut y avoir il peut aussi y avoir, à cause du frottement, une élévation de température, donc jusqu'à 130 degrés, où le PE-HD peut fondre très localement, un petit point, alors que le PTFE, lui, résisterait sans problème. On a donc des petits points de blocage qui vont contribuer à détériorer la matière dans le temps. Donc attention, alors ça c'est ce qu'on a constaté, attention, parce qu'on a constaté effectivement ça sur la base de nos tests. C'est un raisonnement sur la base de tests menés sur notre bande tribologie, c'est-à-dire donc une bille acier en contact qui tourne en contact sur un disque échantillon plastique qui tourne. En fait, sur pièces moulées, les résultats peuvent être complètement différents et fonctionner mieux. L'autre limitation du PE, c'est aussi sa compatibilité avec les polymères, qui fonctionnent très bien avec le PP, le PA, mais c'est quand même plus compliqué avec le PC, le PPS, le polyéthersulfone, et ça devient très compliqué, voire impossible avec les PBT, enfin d'autres types de matières comme les pics, les pommes. Alors, au-delà du lubrifiant PE au poids moléculaire, qu'existe-t-il d'autre? On a identifié d'autres polymères à utiliser comme agent lubrifiant dans un compound. Il s'agit généralement de polymères à haute performance. Évidemment, à ce stade, il nous est encore très difficile de présenter des solutions innovantes dans ce webinaire, car on touche au travail très confidentiel de notre R&D et qui sont encore un peu frileux à communiquer sur le sujet. Néanmoins, citons, on connaît déjà le PIC, bien connu pour ses propriétés, ses très bonnes propriétés même intrinsèques en tribologie, et liées à sa chimie, ses caractéristiques de tenue en température. Mais il existe aussi des polyimides sous forme thermoplastique ou thermodure que l'on utilise en poudre. On le connaît aussi sous le nom de Vespel, du producteur Dupont. Et enfin, d'autres types polybenzimidazole, des PBI. C'est un type de pic plus haute température qui tient presque jusqu'à 500 degrés.
Donc ce sont là des polymères haute performance, tenue chimique, résistance thermique élevée, intrinsèquement autolubrifiés, des propriétés viscoélastiques et mécaniques très appropriées du polymère pour les applications de frottement. Bon, toutefois, en se dirigeant vers ces solutions-là, vers l'utilisation de ces polymères, de ces additifs, il faut bien s'attendre à changer d'échelle de prix sur les compounds. On parle tout de même d'additifs qui coûtent certains pour plus de 500 €, là où le PTFE coûte 15-20 € le kilo. Ensuite, il existe aussi des charges solides. On peut identifier une première catégorie, ce sont les charges exfoliantes, c'est-à-dire des charges qui sont composées de particules. En fait, ce sont des particules en forme lamellaire, sans véritablement liaison forte entre elles et qui peuvent se superposer pour glisser l'une sur l'autre. On connaît bien le bisulfone de molybdène qu'on utilise beaucoup aujourd'hui déjà, donc le MOS2, qu'on ajoute à 1-2% dans les compounds thermoplastiques, beaucoup de PA, POM, PBT. Mais il y a aussi le graphite, aussi le nitrure de bore, qui vont fonctionner de la même façon en créant voilà, une surface, une faible couche à la surface pour combler les rugosités et diminuer le coefficient de frottement. Alors, on peut illustrer l'emploi du MOS2 sur lequel on utilise aujourd'hui. On a comparé la même chose. On a fait quelques exemples de compounds chargés PTFE et MOS2 pour comparer leur frottement et usure. On constate, pareil, des coefficients de friction relativement similaires, même si on voit que utiliser 20% de PTFE permet de réduire de moitié presque la valeur du coef. Et puis, par contre, c'est toujours pareil. La différence, c'est toujours reste l'usure. On a des écarts encore très significatifs. Alors, le MES2 associé, par contre, à la fibre de verre donne de très bons résultats. Et c'est pour ça qu'on voit pas mal de compounds de PA66 avec bisulfone de molybdène renforcés 30-50% en fibre de verre. C'est le cas, par exemple, dans les cages de roulement de pièces plastiques en contact sur le métal. Alors, n'oublions pas non plus les autres fibres pour le renfort qui peuvent contribuer à modifier la tribologie de la pièce plastique, à commencer par les fibres qui augmentent les fibres de carbone, de verre, qui vont certaines céramiques qui vont augmenter le module élastique et la dureté de surface du compound et qui va améliorer la résistance à l'usure. La fibre de carbone peut aussi contribuer, par exemple, à dissiper l'échauffement thermique durant le frottement entre les surfaces. La fibre d'aramide, qu'on utilise déjà dans nos compounds, non pas pour ses seules propriétés de résistance mécanique telles qu'on en parle avec la marque Kevlar de Duplon, mais on l'utilise pour former une couche de protection en surface très tenace et qui réduit l'usure. On retrouve encore certaines fibres composites que l'on a essayé dans le passé, développées au Japon. Il y a des produits qui viennent de là-bas, genre titanate de potassium. C'est une fibre longue avec une excellente résistance à l'usure. On l'utilise pour des revêtements de freins ou dans des composites thermodurs pour les engrenages d'horlogerie. Mais ça reste une charge sous forme de microfibres de très petite taille, assez problématique à manipuler à la transformation et puis à la préparation aussi pour le personnel. Alors, pour finir sur un petit peu quelques autres types de charges, on va dire high-tech. Donc il y a beaucoup on voit de multiples charges sous forme de céramique, de nanoparticules, avec des propriétés diverses et variées, capables de travailler tellement petites qu'elles sont capables de travailler à l'échelle moléculaire, de trouver des interactions avec la matrice du compound. Et c'est le même principe, essayer de combler les aspérités de surface pour créer une phase de rodage. Donc on va retrouver des nitrures de silicium, des carbures de silicium, des produits très durs,
des sulfures de cuivre, un peu pareil sur des structures lamellaires, ou des dioxydes de titane qui peuvent contribuer un petit peu à créer des liaisons moléculaires. Là encore, ce sont des nanocharges très dures, donc compliquées à mettre en œuvre sur les équipements, aussi à manipuler, un peu la sécurité du personnel. Il y a encore trop d'incertitudes pour leur avenir quant à la nocivité, toxicité. Les réglementations ne sont pas encore très claires sur le sujet pour leur utilisation. Et puis on peut se poser la question, par exemple, pour l'environnement, quoi faire de ces produits en fin de vie, comment les recycler, les incinérer avec toutes ces charges nanoparticules. Donc, tant que la pérennité de ces charges n'est pas bien établie, plus clairement, on ne les utilise pas encore en priorité chez l'ATI, pas pour le moment, mais on garde toutefois un œil dessus. Si on tire maintenant un petit bilan intermédiaire de ce qu'on vient de voir, eh bien, on sait que pour formuler des compounds thermoplastiques autographiés, il faut associer une matrice polymère avec certains modifiants pour apporter quelques modifications structurelles sur le physico-chimiques sur le polymère, des additifs comme agents lubrifiants et aussi des charges et des renforts. Le cas échéant, tout en évidemment, le but étant de garantir de leur bonne interaction. Jusqu'à maintenant, on avait bien identifié, plus ou moins, on va dire, justement les différentes synergies possibles entre tous ces composants du PTFE avec le silicone, les fils d'aramide, MOS2, donc c'est des choses qu'on avait déjà formulées et un petit peu d'expérience dessus. Aujourd'hui, nous devons refaire tout un travail de recherche, d'essai et de validation pour trouver les synergies possibles de ces nouveaux types d'additifs. Et du coup, il nous reste une multitude de combinaisons encore possibles à tester entre polymères, charges et renforts. Et malheureusement, on n'est qu'au début. Cela prendra du temps pour développer de nouveaux compounds en laboratoire, puis les éprouver, puis enfin les fiabiliser sur le marché et avoir un retour d'expérience. Voilà, donc pour conclure sur ce que nous venons de voir et sur ce qui nous attend pour le futur. Voilà, donc c'est quelques idées un petit peu qu'on peut jeter comme ça pour conclure. Et quelques constats. Donc déjà, le PTFE, c'est un polymère remarquable, avec des propriétés exceptionnelles, et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à égaler en l'état, aussi simplement qu'il est facile à utiliser. Enfin, il est vraiment, a priori, irremplaçable. Donc pour preuve, on parle de plus en plus de dérogations pour son utilisation, mais pas forcément dans tous les cas, pas pour toutes les applications, pas tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est pas bien établi, on va dire. Mais quelque chose va arriver. Donc déjà, l'urgence, c'est d'attendre. La base qu'on pourrait déjà faire, le premier pas qu'on pourrait déjà suivre, c'est de réduire la quantité de PTFE dans nos applications, dans les compounds, pour en répandre le moins possible dans l'environnement. Donc, ça veut dire, et on a travaillé dessus déjà, on a eu des demandes, c'est reformuler des compounds différemment avec 5% de PTFE, par exemple, au lieu de 15 ou 20%, couplés avec d'autres additifs, d'autres charges, puis valider, évidemment, en endurance sur pièce moulée. Mais attention, ça ne changera rien, dans le cas du PTFE, ça ne changera rien aux réglementations en vigueur ou les restrictions qui sont annoncées. Mais pourquoi pas dans le cas des dérogations, si on veut espérer. L'utilisation du PE au poids moléculaire est une solution déjà répandue, c'est vrai, mais ça n'égale pas pour autant le PTFE en l'état. Donc, à essayer quoi qu'il en soit pour le moment, pour l'évaluer en endurance sur les pièces moulées et les produits en fonctionnement. C'est un point de départ aussi. Voilà. Première phase à suivre. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, on est vraiment au tout début de la recherche d'alternatives au PTFE, poussée par la réglementation, évidemment, qui devient maintenant de plus en plus précise et pressante. Au-delà du PE au poids moléculaire, on vient de voir qu'il existait bien d'autres lubrifiants potentiels, enfin agents lubrifiants, mais ça reste encore à explorer
plus en détail. On a besoin encore de tests, de trouver des synergies entre les additifs, les charges. Il faut plus d'essais et de validation sur le terrain pour avoir un retour d'expérience du marché, avec le but évidemment d'égaler la durée de vie des pièces moulées en PTFE aujourd'hui. Mais attention, on cherche des alternatives qui doivent respecter aussi le cadre réglementaire en vigueur ou futur. On ne peut pas investir sur des orientations qui seraient encore floues. Et enfin, selon moi, un point fondamental, c'est commencer par reprendre le cahier des charges initial du produit quand on parle du remplacement PTFE, quand on parle de pièces plastiques existantes. Donc ça veut dire vérifier d'abord si les exigences de départ sont toujours d'actualité. Y a-t-il des évolutions dans le design des pièces, le choix du contre-matériau? Est-ce que l'environnement de travail a évolué, les normes qui font qu'on ne serait plus obligé d'utiliser cette même matière aujourd'hui. Aussi souvent, on remet au plan une matière, on a l'habitude de remettre une matière connue, par habitude, hein, c'est vrai, par expérience, parce qu'elle a déjà donné satisfaction sur des applications précédentes et on la remet au plan systématiquement. Et puis aussi à considérer, est-ce que voilà, est-ce qu'on n'est pas surdimensionné? C'est un peu, ça suit la logique. Est-ce qu'on n'est pas surdimensionné sur notre pièce? Est-ce qu'on ne pourrait pas se limiter ou revenir sur un compound plus simple, sur la base d'un polymère naturellement, intrinsèquement lubrifié? On connaît bien le POM, par exemple. On parle aussi de PA46, le polykétone qui est en devenir jusqu'au PIC. Bon, qui est un peu plus restrictif en termes de coût. Mais c'est quelque chose à considérer. En finale, donc la tribologie des thermoplastiques reste un phénomène complexe. Je dirais même que sa connaissance est très empirique. C'est très basé sur de l'expérience, de l'expérimentation. Ce qui veut dire que il y a encore beaucoup de travail à fournir de notre côté en tant que formulateur, compounder, mais aussi avec nos clients et donneurs d'ordre pour les accompagner dans les projets, dans les développements, dans les nouveaux développements de substitution de PTFE. Et c'est au cas par cas, véritablement, qu'il faut travailler aujourd'hui. Et puis, aussi, comme conclusion, gardons dans un coin de la tête une considération économique des différentes solutions. On ne peut pas tout accepter dans le contexte industriel qui est le nôtre. Et voilà, donc en final, les échéances futures sur les annonces réglementaires, les dérogations, pas dérogations, vont être l'élément déclencheur de la demande sur les prochains mois. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez des informations plus précises sur les différents compounds lubrifiés disponibles aujourd'hui, les types de charges, leurs propriétés, je vous invite à consulter la nouvelle édition de notre brochure spécifique Latilib que j'ai joint comme document du webinaire. Donc vous pouvez le trouver dans la rubrique concernée. Et donc vous pouvez la télécharger. Et sinon, vous pouvez consulter la matériothèque aussi sur notre site internet www.lati.com. Et voilà, donc je vais regarder vos questions maintenant. Pardon. Et on va aller voir les questions. Chatter. Question. Alors, bonjour. Alors, la présentation sera disponible sur. Est-ce que la présentation sera disponible? Oui, vous aurez un lien avec le replay et aussi une copie des slides. Le PTFE est-il en soi un PFAS? Un PTFE sans PFAS existe-t-il? Non, c'est un PTFE est un PFAS, quoi qu'il en soit, considéré par la réglementation. Non, c'est intégré dans les PFAS, donc on ne peut pas y échapper. Un PTFE sans PFOA est-il toujours classé PFAS?
Aujourd'hui, je vois pas comment on ferait. Un PTFE sans PFOA, ça, je sais pas. Je connais pas. Qu'est-ce qui fait que PIC est naturellement lubrifié? Ces liaisons ne sont pas particulièrement fortes comparées à d'autres molécules. Non, la tribologie du PIC vient du fait que c'est la combinaison d'une très bonne résistance chimique qui, ne, qui va être inerte, qui ne va pas se mélanger, s'attacher à d'autres à d'autres surfaces en frottement, par exemple. Donc, forte inertie chimique et, euh, et également résistance température. Le nitrure de bord est-il sensible à l'humidité comme le MOS2? Honnêtement, on n'a pas noté cette problématique. Le MOS2 est utilisé véritablement à 1-2%, donc je ne suis pas convaincu que la, 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 les conséquences de l'exposition à l'humidité soient aussi, aussi importantes. Pour le nitrure de bord, j'ai pas d'informations. Il faudra qu'on approfondisse la question, honnêtement. Alors, la fibre de verre n'est-elle pas abrasive ou néfaste au frottement? Oui, évidemment, forcément. Mais ça a l'intérêt aussi, c'est une synergie en fait, parce que la fibre de verre, vous avez deux pièces en frottement quand même, hein. Donc, généralement, c'est une pièce dure, une pièce tendre et plus tendre. Et la fibre de verre permet de doper la dureté superficielle, la dureté de surface. Et aussi, dans certains cas, c'est une aide pour diffuser, pour répandre les charges additives dans le compound final. Ce webinaire sera-t-il disponible? Oui, oui. Bonjour, merci. J'aimerais savoir si vous avez des avis pour aider à la sélection. Alors des abacs pour nous aider, pour aider au choix matière sur les pressions, températures. Alors vous pouvez vous reporter à la brochure qui est liée au webinaire, pardon. Où on aura dedans certaines informations. Autrement, c'est nous communiquer, prendre contact avec nous directement. Mais on a quelques données sur le sujet. On a aussi des sujets sur les frictions, les taux d'usure et des coefficients de frottement apparaissent sur les fiches techniques. Après, suivant une méthode de test qui est une méthode de test LATI, vous savez, il existe différentes solutions de bancs de test, différents bancs de test, je veux dire, différents types de tests. Et donc du coup, on a déterminé un certain type de test, LATI, qui permettent de comparer nos matières l'une entre elles. Après, c'est compliqué de comparer des fiches techniques d'un concurrent avec LATI. Voilà. Alors oui, la compatibilité du MOS2 en environnement électronique, effectivement, mais c'est comme dans le cas du silicone, c'est pas toujours euh, disposé, enfin recommandé, et on retrouve pas beaucoup d'applications avec du MOS2, effectivement, dans les applications électroniques. Dans certaines applications électriques, oui, mais pas en contact forcément avec les parties actives. Après, on met en œuvre d'autres types de charges, des nitrures, des choses comme ça. Est-ce qu'on communique le pourcentage de PTFE dans vos matières? Oui, généralement. Dans la description, vous avez marqué la tamide 6,6, 15T. 15T, c'est 15% de téflon. Les solutions de vitrage des avions contiennent des PFAS. Le temps de qualification entre solutions sont. Alors, le PFAS, les solutions donc avec PFAS dans les avions, avec des temps de qualification longs. Le temps de. Bon, honnêtement, aujourd'hui, sur l'intérêt de sortir du PTFE ou de restreindre les PFAS,
il n'y a pas on sent comme pour ce webinaire une demande importante, un intérêt. Après, dans les faits, c'est pas encore très réel. Par contre, dans l'aéronautique, d'après ce que j'ai compris, on espère quand même quelques dérogations. Donc, je ne sais pas si dans l'automobile, ça pourrait être aussi une possibilité. Alors, bonsoir, quelle solution alternative pour les composants de type joint? Alors là, effectivement, il faut se rapprocher des gens qui font du joint par compression, d'autres types de process, pas forcément de l'injection. Et là, on est sur les mêmes problématiques. Effectivement, le PTFE, un matériau super utilisé. Ça va être compliqué. Les essais en polyéthylène, je sais pas. C'est très spécifique. Effet négatif du PTFE sur l'usure des machines alors c'est plus sur les outillages, hein, effectivement. Les préconisations, c'est compliqué, c'est du nettoyage. Après, c'est les conditions de transformation aussi qui sont liées à ça. Donc les températures, fourreau, la température, les seuils d'injection qui peuvent augmenter ponctuellement la température de la matière au seuil. Et donc, c'est faire attention, comme préconisation, recommandation, je dirais, faire attention, regarder les conditions d'injection, de transformation. Là, savez-vous mesurer les chemins? Alors, savez-vous mesurer l'échauffement produit sur votre banc tribologique? Alors, j'ai un doute là-dessus, il faudrait que je vous réponde ultérieurement. Je crois que oui, de souvenir. Maintenant, est-ce qu'on le fait toujours? Je ne sais pas, comme on a changé de système, mais je vous répondrai ultérieurement. Voilà, donc là, on est arrivé au terme des questions. Et ben, écoutez, pour moi, c'est clair. Donc, vous pouvez retrouver on vous enverra un lien pour le replay et les slides de présentation dans les jours à venir. Et en attendant, vous pouvez consulter, mais vous pouvez aussi accéder à tous les autres replays, en l'occurrence la première session du webinaire autolubrifié qu'on avait fait il y a 1 an. Et vous pouvez consulter la chaîne YouTube où vous aurez tous les replays avec le data, le code barre ici, le QR code barre. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Et n'hésitez pas à reprendre contact avec moi par mon mail, au téléphone, si vous avez besoin de plus d'informations. Merci, à bientôt, au revoir.